Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire de La Rochelle Technopole dédié aujourd'hui à la cybersécurité. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants de choc qui vont vous faire une belle présentation et qui vont pouvoir répondre à vos questions en fin de chat. Donc, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Olivier Graal. Bonjour Olivier. Bonjour. Monsieur Paul Bousquet. Bonjour à tous. Et Monsieur Didier Spella. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous laisser en de très bonnes mains. Écoutez bien donc, les conseils prodigués et les astuces pour éviter de passer déjà à une fin de télétravail, de confinement compliqué et surtout d'anticiper une bonne reprise d'activité au sein de vos entreprises. Donc, messieurs, c'est à vous. Et chers participants, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions que Isabelle Lecomte et moi-même reposerons donc à nos intervenants en fin de session. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Très bien, on va commencer. Et donc, bien sûr, le thème un peu d'aujourd'hui, ça va être comment votre déconfinement ne tourne pas à la déconfiture. Voilà, on essaye de faire un peu des jeux de mots pour mettre un peu de fun dans cette présentation. Et c'est bien le but aussi de notre intervention, c'est d'être le plus interactif avec vous. Et donc, vous positionnez surtout sur un état d'esprit et quelques outils simples pour que justement ce déconfinement ne tourne pas à la déconfiture. Alors voilà ce qu'on vous propose. On va rapidement se présenter. On va travailler sur trois phases en fait, parce que c'est important de dérouler ces trois phases, c'est-à-dire comment s'est passée la mise en confinement. Et on voit bien, je veux dire, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le confinement, que cette mise en confinement, bien sûr, a déjà dimensionné un petit peu le modèle d'organisation dans lequel vous vous trouvez. Bien sûr, comment se déroule le confinement. Et puis, cette troisième phase qui va nous amener à se poser des questions, et bien sûr, le risque du déconfinement. Après questions-réponses, on vous a prévu pas mal d'annexes qui sont des documents soit fournis par la Direction centrale de la police judiciaire ou par l'ANSSI. Ces documents étant là aussi libres de droit, et donc vous pouvez les utiliser pour communiquer auprès de vos collaborateurs ou de votre environnement familial. Alors, comment éviter le déconfinement ? Que ça tourne à la déconfiture. Les intervenants, rapidement, Olivier Graal, Paul Bousquet et moi-même. Donc, des références, je dirais, nationales, régionales, locales, c'est aussi le but aussi de cette présentation. Olivier Graal, donc, c'est notre délégué régional de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je dirais, pour faire simple, c'est le responsable de la maîtrise d'ouvrage de tout ce qui va toucher à la cybersécurité. Voilà. Bon, je vous laisserai lire sa présentation. Paul, qui est commissaire de police, donc il est à la direction interrégionale police judiciaire de Bordeaux, et il a en charge toute la cybercriminalité, donc c'est vraiment la personne idoine au niveau de la région, au niveau police, pour traiter tous ces problèmes. Bon, moi-même, responsable du bureau Clusir, cofondateur de Charente-Maritime Cybersécurité, donc un colloque organisé à La Rochelle au mois d'octobre, ça sera la 3e édition, mais bien sûr, ce n'est pas le plus important. Alors, comment s'est passée la mise en confinement? Et c'est bien ça, le problème qui va déjà, et il faut toujours, je pense, prendre le temps de se retourner un petit peu pour savoir comment ça s'est passé. Alors, les thèmes abordés, c'est un effet immédiat, bien sûr. Alors, est-ce que les entreprises, et là, ça vous concerne directement, avaient un plan de continuité, parce que là aussi, on en parle toujours en théorie, mais peu d'entreprises en ont. Et donc, à la fois ce plan de continuité des affaires, mais aussi ce plan de reprise d'activité. C'est les fameuses notions de business continuity plan et disaster recovery plan. Et puis, quels étaient les moyens de communication pour être bien mis en place. Voilà. À partir de là, je pense que, Olivier, tu peux déjà nous donner quelques aspects importants de ce que tu as constaté sur cette mise en confinement. Il y a eu un effet catastrophe. Le risque aujourd'hui de la mise en confinement, c'est qu'effectivement, dans la précipitation, les entreprises ont dû mettre en place des moyens de communication pas toujours maîtrisés, avec effectivement l'intégration de nouveaux risques dans la politique de sécurité donc des établissements, que ce soit les collectivités ou les entreprises. Donc le fait de partir avec sous le bras son PC et venir effectivement dans son domicile pour essayer de se mettre en configuration de travail,
pose des nouveaux problèmes, notamment le fait que l'environnement dans lequel on va travailler n'est pas du tout celui du travail et donc n'est pas au même niveau de sécurité que ce qu'on peut espérer dans une entreprise. Donc, on va avoir des soucis sur les box Internet pas forcément bien sécurisées, sur les accès Wi-Fi. On va avoir des soucis, donc on reviendra dessus après, sur l'utilisation de matériel pas forcément approprié dans le cadre de l'usage professionnel. Et tout cela, effectivement, constitue des opportunités extrêmement intéressantes pour les cybercriminels, donc qui profitent de la situation pour mener des attaques de cybersécurité. Donc, on a eu plusieurs cas de figure. Paul reviendra là-dessus en région Nouvelle-Aquitaine, avec à la fois des collectivités victimes, des entreprises et des particuliers. Que dire de plus sur la situation actuelle? En fait, l'intérêt du pourquoi on vous fait une présentation cyber dans le cadre du Covid, c'est que le Covid est vécu comme un événement opportuniste pour les cybercriminels, puisque il a généré du stress chez les utilisateurs des systèmes d'information, et ces situations de stress changent le comportement habituel des utilisateurs qui sont nettement moins vigilants qu'ils ne le seraient en période normale. Je te laisse reprendre la main, Didier. Oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, comme tout à chacun, on s'est tous retrouvés dans la même situation, c'est-à-dire que d'un environnement professionnel, on a passé à un environnement familial, et dans cet environnement familial, on a été amené à faire des activités professionnelles. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé peut-être, pour certains, à avoir le poste de travail qui devient aussi le poste pour le conjoint ou la conjointe, le poste pour les enfants pour qu'ils accèdent à leurs cours, etc. Et bien sûr, personne n'a prévu dans son entreprise que le poste pouvait être partagé comme ça par plusieurs membres de la famille. Et c'est toute la complexité là aussi dont on parle bien souvent, mais ça a plus un aspect théorique que pratique, qui est la séparation d'usage professionnel et d'usage privé. Alors là, on se retrouve obligatoirement par le confinement à être dans un environnement privé où tout le monde doit exercer son activité professionnelle, scolaire, etc. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est une porte ouverte énorme, comme le disait très bien Olivier, une porte ouverte aux cybercriminels. Paul, tu as constaté, toi, au niveau de la région, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme élément complémentaire par rapport à ce problème? Alors, en complément sur les éléments de constat, on voit que donc ce confinement s'est mis en place dans cette crise sanitaire et qui est caractérisée par plusieurs choses, par une grande peur de la population sur les conséquences de cette épidémie, par une notion d'urgence et notamment une urgence pour acquérir du matériel sanitaire pour se protéger, masques, gants, gel hydroalcoolique, et également par une forte pression, une forte demande d'information des internautes, des particuliers qui cherchent à surfer sur le net pour obtenir de l'information sur cette épidémie. Donc ces ingrédients-là, ces trois grands ingrédients, la peur, l'urgence, la recherche d'information, c'est un cocktail détonnant pour les cyberattaquants et ça permet de mener des opérations d'ingénierie sociale pour commettre des escroqueries. Mais on y reviendra dans la deuxième partie. Oui, plus sur le confinement. Mais c'est vrai que cette phase de confinement, c'est passé dans l'urgence. Et donc, il est clair qu'on voit aujourd'hui les limites. À la fois, c'est bien d'avoir un plan de continuité des affaires, mais on voit aussi la limite de ces plans de continuité des affaires. On approfondira un petit peu plus, parce qu'on n'a jamais prévu une telle situation. Si vous regardiez encore les informations ce matin, c'est la première fois au monde qu'on a une épidémie comme ça qui touche tous les pays en même temps. On n'a jamais eu ça. Voilà. Et puis, bien sûr, on se retrouve avec au niveau de la cybercriminalité, globalement sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'un cybercriminel accède là aussi à la terre entière au même moment. Et donc, on a beaucoup d'éléments communs entre les deux, et c'est vrai que ça donne une double crise. Alors, bien sûr, la crise majeure, c'est au niveau santé, mais cette crise latente de cybercriminalité, bien sûr, est en train de prendre de plus en plus d'importance. Et justement, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que cette crise, déjà, qui va être accélérée par le fait de ce confinement, donc comme on va voir dans cette deuxième partie comment se passe le confinement, c'est aussi comment, quand vous allez retourner dans vos entreprises, eh bien que cette crise n'est pas un effet boomerang, un petit peu un effet réplique comme dans les tremblements de terre, où quand on a eu un premier tremblement de terre, on attend toujours la réplique avant de dire maintenant on peut rentrer chez soi.
Voilà. Donc ça, c'était ce qui nous a un petit peu interloqués tous les trois quand on a parlé comment s'est fait le passage de mise en confinement. Et donc, maintenant, on va voir comment se déroule le confinement, parce que c'est bien là aussi où on risque d'avoir tout un problème de mauvaises habitudes. Hein, et donc là, on a repris ce qu'a dit Jérôme Notin, donc, qui est le DG du site Cybermalveillance. Hein, Cybermalveillance, c'est vraiment votre interlocuteur, je dirais presque privilégié pour les petites et moyennes entreprises. Hein, c'est du 31 mars 2020, donc ça ne date pas de plusieurs semaines. Et donc voilà, on a bien sûr une crise qui en masque une autre. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc aujourd'hui, on est vraiment amené à se dire, bon déjà, il faut traverser cette phase de confinement. Donc on est déjà dans la deuxième phase, on est passé au confinement, maintenant on est dans le confinement. Et bien sûr, voir aussi comment je vais préparer cette phase de confinement pour ne pas rater, hein, et c'est pour ça qu'on parle de déconfiture, ne pas rater cette phase de déconfinement. Paul, que peux-tu nous dire sur le… Voilà. Oui, pardon. Pour poursuivre sur les éléments de constat, et notamment sur ce qu'on a constaté en région Nouvelle-Aquitaine, voilà, il y a eu plusieurs attaques et plusieurs types de risques cyber ou d'escroqueries qui se sont déroulés. Tout d'abord, pour aborder le premier sujet, c'est le sujet des escroqueries qu'on a eues, notamment sur les ventes de masques, les ventes de gel hydroalcoolique, voilà, tout ce qui est matériel de protection. On a eu d'abord des faux sites qui ont apparu sur le net. De nombreux faux sites ont été créés. Ces sites étaient enregistrés sur des serveurs à l'étranger et ont utilisé des bannières publicitaires qui ont permis comme ça, avec des formes de pop-up, de récupérer des clients, hein, et d'inciter donc des personnes à commander sur ces sites. Bien sûr, les personnes n'étaient pas livrées. Les premières victimes qu'on a constatées sont des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des pharmaciens qui, devant la pénurie, ont essayé de se fournir en matériel de protection par eux-mêmes et donc ont été victimes d'escroqueries. La plateforme Pharos, qui est à la DCPJ et qui assure une veille sur Internet et reçoit les signalements des internautes pour tous des contenus frauduleux ou illicites, a constaté une très très forte augmentation de ce genre de faits, de plus de 600%. Donc il y a vraiment une forte augmentation. Le deuxième moyen pour commettre des escroqueries, ça a été des courriels qui ont été envoyés à des cliniques, à des EHPAD, également à des pharmacies. Votre fournisseur habituel de masques de protection est dans l'incapacité de vous fournir. Nous travaillons avec des Chinois, nous avons des usines en Inde, nous pouvons vous fournir. Voilà. Et donc ces courriels qui étaient très souvent mis en place par des escrocs ont incité les entreprises à émettre des paiements et des virements sur des comptes bancaires. Et derrière, bien sûr, il n'y avait aucune livraison. Donc, c'est une variante d'escroquerie aux faiseurs de virements, que les entreprises connaissent déjà depuis plusieurs années, à l'usurpation du fournisseur. Et donc, voilà, les escrocs, avec beaucoup d'agilité, se sont adaptés à la crise pour commettre ce genre d'escroquerie. Le deuxième sujet qu'on constate et qui est également en très forte augmentation, c'est tout ce qui est phishing, donc hameçonnage, avec de nombreux mails, SMS, également messages sur les réseaux sociaux qui ont utilisé la crise, notamment les dispositifs d'aide publique, de remboursement, de crédit d'impôt, également les démarches de l'assurance maladie, les démarches à faire auprès de l'assurance maladie, pour inciter les gens à cliquer et à se connecter sur les sites, ce qui était en fait des opérations de phishing pour récupérer de la donnée personnelle, des données bancaires, des mots de passe. Voilà. Et donc, toutes ces campagnes de phishing permettront aux cybercriminels de commettre de nouvelles campagnes d'attaque dans le futur. Et on a une vraie augmentation de ces faits. En dernier lieu, ce qu'on constatait enfin, c'est une poursuite et une accélération des cyberattaques de type ransomware, de type déni de service, qui existaient donc avant cette crise, mais qui n'ont pas disparu, tout au contraire,
et on peut craindre, et ça sera la dernière partie, on a un certain nombre d'indices qui nous laissent penser que le déconfinement sera l'occasion d'une augmentation de ces attaques. Voilà très rapidement ce que je voulais donner en termes de constat. Très bien, merci. De manière concrète, qu'à Bordeaux, nous avons des cas, et on a notamment une entreprise qui a été victime d'une escroquerie à la fausse vente de masques pour près de 200 000 €. Merci Paul. C'est très intéressant ce constat. Donc, vous voyez, si on regarde les thèmes qu'on vous propose d'aborder, c'est vrai que le confinement nous amène, on en a déjà un petit peu parlé, à ouvrir des droits à tout le monde. Et bien sûr, tout ça va donner de l'opportunité aux hackers. Et donc, notre ami Olivier va un peu plus détailler, notamment sur les problèmes du BOIS, etc., qui vont nous permettre d'avoir et de comprendre qu'en fait, on est un petit peu passé dans ce qu'on va appeler le télétravail bricolé. Voilà. Et donc, on est sur des augmentations au niveau du phishing, de l'ordre de plus 700%. Si j'ai les bons chiffres en tête. Voilà, Paul, toi, excuse-moi, pardon, Olivier. Slide suivant. Qu'est-ce que tu peux, voilà. Qu'est-ce que tu peux, voilà. Pour compléter les informations fournies par Paul, ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est effectivement une recrudescence de ce qu'on appelle le typo-squatting, c'est-à-dire l'usurpation d'identité d'administration en vue de vous faire fournir des informations sur votre propre structure. Il y a hier eu une alerte sur un des ministères, ministère de la Santé, envoyé notamment dans les collectivités locales, où il y a eu une constatation d'usurpation de certains sites d'État avec juste une modification de lettres pour amener des personnes effectivement à dialoguer avec en fait des cyberattaquants. Donc c'est un phénomène qui est en recrudescence. C'est en fait on utilise la crise Covid, comme je le disais tout à l'heure, pour inciter les personnes à oublier les règles fondamentales de sécurité et dans une situation de stress, communiquer des informations stratégiques. Donc je le répète, quand vous recevez un email ou que vous recevez une sollicitation via le net qui est inhabituelle, ce n'est pas parce que nous sommes en situation de stress avec le Covid qu'il faut changer vos habitudes. Donc, on vérifie les adresses mail, on vérifie les adresses de sites Internet. Sur les sites Internet, plus de 50% des URL traitant du sujet sont en fait des sites qui servent à faire de l'injection de code malicieux dans vos ordinateurs. Donc, il faut que vous vous concentriez exclusivement sur les sites reconnus, les sites d'État ou les sites qui ont pignon sur rue et que on sait fiables. Faites attention aux pseudo-sites Covid qui n'ont pour objectif que de vous induire en erreur et vous amener à commettre des bêtises. Autre élément important, on voit une recrudescence des fausses applications sur smartphone. Donc, on parlait du BIOD. Donc, le BIOD, c'est le Bring Your Own Device. Donc, l'utilisation à titre professionnel de votre équipement personnel. Et en général, le premier équipement personnel qu'on va utiliser pour son travail, c'est son smartphone. Faites très attention puisque sur les smartphones, il y a des fausses applications ou des fausses cartographies qui vous montrent effectivement la contamination Covid, qui servent en fait à compromettre votre téléphone mobile ou votre ordinateur pour, par rebond, pouvoir accéder au système d'information de votre entreprise ou de votre collectivité. Donc, il faut que vous redoublez de vigilance. Bien évidemment, on ne confie pas son numéro de carte bleue sur un site qu'on ne connaît pas. On fait attention aux URL et on vérifie si l'URL n'est pas farfelue. C'est tout simple. Ça vous prend 30 secondes, vous regardez, vous lisez bien effectivement si c'est un ministère, que l'URL qui est proposée est bien une URL réelle et non pas une factice. Voilà. Et puis même sur l'intégralité du message, ou son intégrité plutôt, c'est je dirais de pas faire attention, comme on dit, au miroir aux alouettes. J'ai jamais vu un site gouvernemental qui vous dit envoyez-moi votre référence bancaire pour que je puisse vous virer 5 000 € dans la minute. Voilà. Donc là aussi après, et c'est là aussi où les cybercriminels en profitent. Et on a eu plein d'escroqueries, on a été alerté par cybermalveillance, avec des petites escroqueries, des gens qui n'ont pas hésité à vous vendre 5 € les attestations de déplacement, des choses comme ça, et les gens y vont.
en disant tiens, si je paye 5 euros, ça va peut-être me permettre, au lieu de sortir 1 heure, de sortir 2 heures, quoi. Voilà. Donc faites attention à la fois sur le format du message, mais aussi faites attention sur l'intitulé du message, quoi, la sémantique du message proprement dit. Et bien sûr, en situation de stress, eh bien, le cybercriminel en profite au maximum. Et ça va des petites fraudes à 5 euros jusqu'aux plus grosses qui peuvent atteindre 200 000 euros. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater de manière plus précise, Olivier, quand on fait du télétravail? Alors, surtout du télétravail qui n'a pas été préparé, en fait. C'est ça le problème. Oui, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait que vous soyez dans un environnement non maîtrisé va amener effectivement de nouvelles opportunités pour les cyberattaquants. Donc le premier problème, c'est l'utilisation d'une infrastructure de type, quand vous avez une box Internet chez vous, sur lequel le niveau de sécurité n'est pas forcément le même que celui du firewall que vous avez dans votre lieu de travail habituel. Donc, premier point important, il faut que vous preniez le temps de vérifier le niveau de sécurité de votre box et que vous mettiez à jour effectivement le système pour qu'on limite la surface d'attaque. Après, on est à domicile dans un environnement qu'on va considérer comme hostile, c'est-à-dire que votre PC pro, potentiellement, il va être utilisé par vos gamins, par votre conjoint, et malheureusement, pas forcément dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc, si le gamin, brusquement, décide d'aller sur des sites pirates pour récupérer des vidéos, il va potentiellement compromettre votre appareil professionnel. Enfin, il faut partir du principe qu'il faut durcir les sauvegardes et prendre la peine de sauvegarder vos données, puisqu'effectivement, vous allez vous retrouver avec… vous n'avez pas forcément accès à votre système central et les documents professionnels que vous avez utilisés pourraient être soit chiffrés, soit compromis, soit détruits. On a également une autre problématique avec le risque du télétravail, c'est le manque de mise à jour des équipements mis à votre disposition. Donc, il est important de surveiller ce point-là, puisque la plupart des attaques réussissent parce qu'effectivement, vos applications sont pas à jour et n'ont pas été patchées pour corriger les failles de sécurité qui sont exploitées par les utilisateurs malveillants. Il y a un autre phénomène qui accroît le risque, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens professionnels pour travailler. J'ai un exemple très concret, c'est mon épouse qui actuellement effectivement travaille avec ses collègues et ont mis en place un drive Google donc pour pouvoir échanger des fichiers. Et on s'est rendu compte effectivement qu'une des personnes qui a accès au drive avait mis sur le système un fichier compromis qui a compromis plusieurs PC. Donc, contourner la politique de sécurité de votre établissement n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire, si vous devez échanger des fichiers, vous devez le faire comme vous le faites habituellement, c'est-à-dire sur les espaces de partage de données sécurisés par votre collectivité ou entreprise. En fait, le fait d'avoir ouvert le système d'information à des personnes extérieures va forcément fragiliser ce système d'information. Donc, il y a eu une recrudescence des attaques liées au fait que les responsables des systèmes d'information n'ont pas forcément pris les précautions adéquates pour ouvrir les accès à des télétravailleurs à partir de leur accès à domicile. Donc, il est vital de surveiller effectivement la façon dont on va se connecter à son site central et d'utiliser effectivement les outils adéquats, notamment monter des VPN pour éviter effectivement d'augmenter la surface d'attaque du système d'information. Alors, on a d'autres points comme ça à rajouter. Oui. Paul, si tu as des compléments sur cette partie. Non, rien de plus pour l'instant. D'accord. Alors, Olivier, tu veux poursuivre sur des choses encore? Oui, vas-y. Je voulais poursuivre sur le risque de l'utilisation de matériel non professionnel dans un objectif professionnel. Votre PC personnel n'a pas le même niveau de sécurité que votre PC professionnel. Et malheureusement, il est difficile effectivement de mettre à disposition de tous ces salariés des équipements pro. Donc, on voit effectivement une recrudescence de l'utilisation des matériels perso pour pouvoir accéder à son système pro, avec un niveau de sécurité nettement inférieur sur le système personnel que le système pro. Et ça, c'est
à déconseiller. Il faut éviter d'utiliser du matériel personnel pour se connecter sur son site central. Oui, mais on l'a vu dans la première phase, c'est que comme le passage en confinement s'est fait un petit peu en mode panique comme partout, dans beaucoup d'entreprises, il a bien fallu se positionner et faire avec les moyens du bord. Voilà. Et c'est bien là où on a le problème de la limite des entreprises qui avaient BCP. Elles n'ont jamais prévu, et on n'a jamais prévu dans les business continuity plans, d'avoir des crises majeures comme ça. On passe toujours en mode dégradé, mais pas en crise totale. Et là, c'est vrai que c'est un facteur qu'on a du mal à prendre en compte. Hein, et Paul, je pense, nous en parlera un petit peu plus dans le déconfinement. C'est qu'aujourd'hui, en plus, on manque de ressources parce que son prestataire qui avant pouvait nous aider, là, lui aussi est en mode confiné. Donc, c'est très compliqué. Hein, ça rajoute une surcouche, je dirais, de problèmes et de crises qu'on n'a jamais eu. Voilà. Alors après, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, Olivier, aussi sur, bien sûr, c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'environnement professionnel qu'il faut surtout pas faire de sauvegarde. Et c'est pour ça qu'on a souligné ce point. Pensez là aussi à faire des sauvegardes parce que on ne supervise plus, on ne fait plus des sauvegardes en centrale parce que il y a plus personne en centrale. Hein. Bien souvent, dans les petites et moyennes structures, le système d'exploitation du système informatique est fait quand les gens sont présents. Là, il n'est pas question de retourner bien souvent à son entreprise pour faire ses sauvegardes, etc. Donc, il faut faire attention. Et en fait, on décale les problèmes d'administration auprès de l'utilisateur final, qui est un utilisateur personnel. Et on rajoute là aussi une problématique complémentaire. C'est à la fois, les outils ne sont pas prévus pour ça, mais aussi le mode de gestion n'est pas prévu pour ça. Voilà. Donc, faites attention à tout ça et commencez à réfléchir comment, justement, professionnaliser, je dirais, l'usage personnel de vos systèmes informatiques. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mesure à ce moment-là, Olivier? Alors, si le travail a été bien fait, dans la précipitation, j'ose espérer que les entreprises et les collectivités ont malgré tout mis en place une politique de sécurité à minima. Donc, la première, c'est effectivement limiter l'usage des équipements non professionnels. Donc, c'est mettre à disposition des équipements professionnels à ces télétravailleurs pour garantir un niveau de sécurité équivalent à ce qu'on peut espérer quand on est au bureau. Après, il y a pour l'utilisateur la nécessité de maîtriser le point d'accès qui va permettre d'accéder à son entreprise. Donc, c'est effectivement redoubler de vigilance sur les points d'accès du SI par les personnes extérieures et aussi par les équipes techniques donc, de l'entreprise qui doivent mettre en place des VPN pour pouvoir permettre aux télétravailleurs d'accéder au site central. Il faut, en tant que responsable du système, mettre en place une politique de mise à jour de sécurité des systèmes mis à disposition des télétravailleurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas piloter les mises à jour des systèmes mis à disposition des télétravailleurs. On revient également donc sur le durcissement des sauvegardes. Il est vital de sauvegarder les données et de sauvegarder proprement, c'est-à-dire de mettre en sécurité les sauvegardes réalisées, déconnectées pour éviter qu'elles puissent être compromises et détruites. La plupart des cas dans les collectivités aboutissent à des pertes de données, donc des cas de ransomware, excusez-moi. Donc, il est vraiment vital de prendre le temps de regarder quelle est sa politique de sauvegarde et de s'assurer effectivement qu'on a bien des sauvegardes à jour offline. Si vous avez des sauvegardes à jour offline, si vous êtes victime d'un ransomware ou si quelqu'un vient de détruire des données chez vous, vous pourrez les reconstruire. Si vous avez malheureusement négligé la sauvegarde, vous allez vous retrouver effectivement sans les données et donc avec un travail supplémentaire pour les reconstruire. Il faut, pour l'administrateur système, mettre en place, plutôt accroître son travail sur l'analyse des logs et la journalisation de l'activité. Donc, le fait d'avoir des logs de connexion va permettre effectivement de scruter un petit peu ce qui se passe finement et de voir s'il y a des trafics illégitimes sur la plateforme de communication. Donc, il faut superviser et mettre en place des outils de supervision. Enfin, dernier point, il faut être préparé à l'attaque
et donc disposer d'un plan de reprise d'activité à jour, qui doit aussi bien intégrer des éléments techniques que des éléments humains, donc savoir qui on doit appeler, où sont les éléments clés effectivement de l'entreprise pour pouvoir remettre en place ce système, avoir des sauvegardes à jour, etc., etc. Tu veux rajouter un élément, Didier ou Paul? Je vais, et puis on va laisser un petit peu à Paul. Un petit peu. Il a des choses parce qu'il a conseillé des jours. Moi, c'est juste vous faire comprendre, si vous voulez. C'était aussi l'objectif de ce webinaire. C'est pas parce que vous êtes en confinement qu'il faut considérer que vous êtes perdu, quoi. Il faut faire évoluer vos systèmes. Bon, on est parti en phase de confinement. On a fait comme on a pu. Maintenant, on est en phase de confinement. Eh bien, c'est une période et qui doit vous permettre aussi de réfléchir et de faire évoluer vos systèmes, même dans cette période, parce que là aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être déconfiné. Voilà, Paul, tu peux sûrement rajouter des choses avec ce que tu vois, toi, sur le terrain, un peu plus en retour des choses sur la Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors oui, je peux parler maintenant de toute manière. Ce qu'on propose, je voulais parler un peu des solutions qu'on apporte là dans un premier temps pendant cette période de confinement. Ce qu'on propose aux entreprises, c'est une veille cyber pour pouvoir les renseigner, notamment sur toutes ces escroqueries qui sont en forte augmentation. Donc, vous verrez à la fin, dans les pièces jointes à ce webinaire, une petite plaquette de présentation avec une adresse mail qui est suivie, sur lequel vous pouvez contacter directement la police judiciaire, qui est cybermenace-bordeaux@intérieur.gouv.fr. On y reviendra tout à l'heure. On propose actuellement, dans cette période de crise, à toutes les entreprises qui veulent vérifier l'authenticité d'un fournisseur, de faire des vérifications. Vous voulez doter vos personnels de masques de protection respiratoire. Vous avez des propositions. Tout ce qu'on vous a dit, vous dites est-ce que c'est une arnaque? Vous nous contactez. On fait des vérifications. On vérifie le nom de domaine, est-ce qu'il est récent? Voilà, on fait un certain nombre de vérifications techniques sur le mail, sur le site, sur notre documentation criminelle, et on pourra vous orienter en vous disant là, il y a beaucoup de chances que ça soit sérieux, là, c'est une escroquerie, il faut s'arrêter. Voilà, donc on propose ce service réactif, on fait des vérifications très rapides. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Cette adresse mail, elle nous sert également à nous alerter. Parce que, et bon, ça existait avant la crise, c'est encore plus vrai actuellement. Quand vous êtes victime d'une attaque, il faut réagir rapidement. Il faut réagir immédiatement. Que ce soit d'un point de vue technique ou également pour récupérer l'argent en cas de commission d'escroquerie. Et quand on réagit rapidement, on peut trouver des solutions pour récupérer les fonds. On peut également, nous, préserver les traces, permettre la remédiation, bien sûr, de l'entreprise, mais également débuter une investigation et avoir des traces pour travailler. Donc, cette adresse mail, c'est vraiment le guichet unique pour la police judiciaire. Sur le secteur de La Rochelle, vous avez un service de police judiciaire à La Rochelle, vous avez un service de police judiciaire à Poitiers. Et donc, cette adresse mail vaut pour toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et on rebascule, bien sûr, au service en proximité pour être réactif. Donc c'est important, voilà, c'est de faire bien attention, profiter, si l'on peut dire, de cette période de confinement et pas considérer que c'est une période transitoire où ça intéresse personne. Mais il faut vraiment vivre correctement cette période et notamment au point de vue cyber. Donc profiter des services qui sont offerts par la police. Alors moi je rajouterais aussi à la gendarmerie. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que c'est pas pour minimiser le travail de Paul, mais voilà, on a la chance quand même en France d'être bien entouré. On a l'ANSSI, on a cybermalveillance. Donc là aussi, n'hésitez pas au moindre doute à faire appel à toutes ces compétences pour éviter d'ouvrir la porte aux cybercriminels. Et puis bien sûr, il y a un point important aussi, c'est comme en fonctionnement normal, quand on dit qu'on protège l'entreprise, en fait, on ne se contente pas de protéger l'entreprise, on protège aussi ses collaborateurs et on protège la famille de ses collaborateurs. Et dans le cadre du confinement, faut continuer à avoir cette approche. Et pour ceux qui sont responsables au niveau de leurs entreprises, etc., il faut vous ayez bien en ligne de mire d'accompagner vos collaborateurs. Voilà. Et pas les mettre en situation de faute parce qu'ils ont ouvert un mauvais site, etc. Et profiter aussi de ces périodes, des fois aussi un peu d'accalmie, de télétravail, si l'on peut dire, et pour les former, les informer, les sensibiliser à cette pratique, parce qu'il est clair que les cybercriminels
accroissent leur activité, profitent de tous les biais. Paul nous l'a rappelé. Et donc, n'hésitez pas là aussi à communiquer avec vos collaborateurs sur ces points-là. Voilà, on vous a mis justement le MOOC de l'ENSI qui permet aux gens de s'auto-former. Mais voilà, il y a des moyens. Profitez aussi de cette situation de confinement pour faire évoluer vos systèmes, pour améliorer les choses. Vous avez été forcés un petit peu, comme nous tous, de passer à un système de télétravail non préparé. Bon, c'est un état de fait. Maintenant, il faut l'améliorer de façon que cet état, peut-être, le télétravail va se développer de plus en plus en France. Et là, c'est un autre débat. Je fais une aparté sur le MOOC de l'ANSSI, je précise. Donc là, le site que vous voyez, secnumacademy.gouv.fr, est un site gratuit. C'est une formation d'à peu près une trentaine d'heures, si on veut bien la faire et avoir un maximum de points, qui est sanctionné par un petit examen, donc un QCM, qui vous permet de disposer donc d'un certificat comme quoi vous avez effectivement un minimum de notions en cybersécurité. C'est un MOOC qui s'adresse à tout type de public. Ce n'est pas un MOOC technique. Par contre, vous allez apprendre énormément de choses sur comment sécuriser aussi bien votre entreprise que votre poste privé à domicile, avec toutes les réponses à vos questions sur comment effectivement bien utiliser les outils informatiques. Voilà. Alors, on arrive à la troisième phase, qui est maintenant, va falloir se déconfiner. Voilà. Et donc, on voit bien en y réfléchissant que ce déconfinement va être aussi compliqué que le confinement, si ce n'est pire, pour plein de raisons. Et c'est pour ça qu'on a souhaité en parler. Donc, les thèmes qui seront abordés, qui font partie du déconfinement, bien sûr, c'est les attaques massives dues à la pénurie. On en a parlé, c'est-à-dire que tout le monde étant confiné, vous n'avez pas accès à vos prestataires qui d'habitude, quand on a un problème ou un sinistre, ce sinistre est colocalisé. Il est pas, et donc on se rend compte bien que on aura des problèmes pour avoir accès à nos prestataires. Bien sûr, on va être aussi en mode hyper rapide, donc ça va être prendre beaucoup de décisions en très peu de temps. Donc c'est là bien sûr que les escroqueries en tout genre apparaissent. On a l'effet boomerang, bien sûr, du télétravail. Donc là, on verra ce que nous propose, que ce soit l'ANSSI, la police, quelles sont les règles qu'on pourrait faire. Et puis, bien sûr, il va y avoir un système de refermer la porte, etc. Paul, si tu veux enchaîner, s'il te plaît. Oui, alors pour revenir rapidement par rapport à la gendarmerie, je voulais saluer Frédéric Goutte qui est dans l'assistance, là, qui représente la gendarmerie. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on propose avec Cybermenace, c'est un des moyens de contacter rapidement la police ou la gendarmerie. Quand on reçoit le signalement, si ça se passe dans la zone de la gendarmerie de compétence, on va leur transmettre naturellement l'information et ils prendront la suite. Voilà. Un autre moyen de saisir la police ou la gendarmerie, c'est de venir directement dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie, pour déposer une plainte ou pour prendre du renseignement. L'intérêt d'un site internet, c'est d'être très réactif et d'avoir directement des spécialistes. Il y a des spécialistes dans la police, il y a des spécialistes dans la gendarmerie, mais là vous serez en contact directement avec les spécialistes de la police judiciaire pour vous orienter. Sur le déconfinement, ce qu'on en voit, c'est que les menaces et les risques qu'on a ciblés pendant la période de confinement vont continuer et vont certainement augmenter dans leur quantité dans la période de déconfinement. C'est-à-dire à la fois effectivement les attaques dues à la pénurie de masques de protection, d'équipements, les escroqueries liées aux aides publiques, à l'argent public qui va être injecté dans l'économie, et peut-être de nombreuses autres escroqueries qui ne sont pas encore inventées, mais il faut compter sur l'inventivité de nos escrocs qui sont particulièrement efficaces et agiles pour inventer de nouvelles escroqueries. Et dès qu'on a une crise, on a une forte recrudescence des escroqueries. Les signaux qu'on capte actuellement au niveau national et international, c'est qu'on craint vraiment une très forte recrudescence des attaques, puisque Interpol a remarqué un grand nombre de bannières publicitaires, plusieurs milliers, dizaines de milliers de bannières publicitaires en lien avec le Covid qui sont frauduleux sur le net. On a beaucoup de noms de domaines également qui sont créés actuellement. Donc on craint que cette pénurie, plus ce retour d'un télétravail parfois mal maîtrisé, entraîne une très forte augmentation des attaques. D'accord.
Merci, Paul. Je fais une Olivier, petite aparté, oui, sur vas-y, l'autre phénomène qui va poser problème, c'est le retour des équipements électroniques dans l'entreprise. Avec ce que ça comporte comme risque. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis une politique de maintenance à distance de vos équipements, avec les mises à jour logicielles, la mise à jour de l'antivirus, il y a de fortes chances que le PC que vous allez ramener dans l'entreprise soit compromis et que en le branchant de nouveau sur le SI, il soit en fait le cheval de Troie qui va venir détruire le système d'information a posteriori. Donc, il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'on va avoir un phénomène de goulot d'étranglement. C'est-à-dire que tout le monde va rentrer avec son ordinateur portable, va vouloir faire ses mises à jour, et on va se retrouver avec des systèmes d'information extrêmement sollicités pour la synchronisation des fichiers et les mises à jour. Donc, c'est cette surface-là, il y a un temps de reprise d'activité qui va être à une très très belle fenêtre de tir pour les amis hackers qui auraient le souhait d'infiltrer vos systèmes et de les abîmer. Et donc là, l'ANSSI propose, et c'est l'avantage aussi d'avoir cet organisme, c'est d'avoir des guides, là aussi libres de droit, et notamment il y a le fameux guide du passeport numérique qui va nous permettre vraiment de répondre à cette problématique, parce qu'il fonctionne, je dirais, en mode normal déjà, quand on a des collaborateurs qui partent à l'étranger et qui reviennent. Et là, il faut considérer que globalement, vos collaborateurs sont partis à l'étranger. Je pense qu'il faut avoir des modèles assez simples, dans des environnements à risque, et sans remettre en cause, bien sûr, l'intégrité de vos collaborateurs. Et je veux dire, le PC a peut-être été totalement pollué par accès au site, par leurs conjoints, leurs enfants et autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il ne faut pas mettre en péril l'entreprise, et puis surtout, il ne faut pas mettre en péril ses collaborateurs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment l'approche de dire, tout compte fait, ils sont revenus d'une terre étrangère, et soyons capables. Donc, pourquoi pas, là aussi, on en parlait un petit peu après, de mettre ces postes un peu en quarantaine, c'est-à-dire s'assurer, avant un branchement direct sur le système information de l'entreprise, que j'ai bien prévu, que je m'assure que le poste est propre. C'est pour ça que les collaborateurs doivent faire des sauvegardes, parce que c'est les données qu'on va pouvoir récupérer, que le site central de l'entreprise a fait ses sauvegardes, et c'est en restaurant comme ça à la fois les configurations et les sauvegardes qu'on peut s'assurer d'avoir un système propre et qui va redémarrer correctement. Sinon, c'est la porte ouverte, comme le disait très bien Olivier, et là on est vraiment dans le schéma du cheval de Troie. Je suis cybercriminel, autant installer des cochonneries sur le poste des gens pendant qu'ils sont dans un environnement mal protégé, et j'attends tranquillement qu'ils retournent dans leur entreprise pour pénétrer le système d'information de l'entreprise. Donc là, on arrive un peu à la fin de notre présentation, avec bien sûr, faut travailler sur le jour d'après. Donc là encore, des recommandations de l'ANSSI, et bien sûr, corroborées par la police et la gendarmerie. On a la chance quand même en France d'avoir une organisation qui couvre bien l'intégralité du territoire. Et donc, bien sûr, il faudra programmer le retour des PC Pro. Donc là aussi, comment je vais faire ce plan. Donc c'est pour ça qu'il faut y penser dès maintenant. C'est pas le jour, on va dire, vous êtes déconfiné, c'est dès maintenant qu'il faut y passer, revoir les problèmes de sauvegarde, les synchros de messagerie, bien sûr, changer les mots de passe parce que, bien sûr, le cybercriminel, il ne sait pas manifester, bien sûr, il sait comment il accède au poste de travail, donc il va l'utiliser. Peut-être, si on a le temps, de faire un audit d'exposition, toujours supervisé, parce que là aussi, on a tendance, si vous voulez, à ne pas surveiller ce qui se passe sur le réseau, l'activité. Moi, je dis toujours qu'il faut faire 2 cartographies de son système d'information. La cartographie statique, c'est-à-dire quels sont les équipements, mais aussi la cartographie dynamique, c'est-à-dire quels sont les chiffres en fait que doit correspondre, quels sont les flux qu'a mon système, etc., son taux d'occupation, etc. Et puis, une chose aussi, parce que c'est peut-être la première de cette envergure, mais ça ne sera pas la dernière, programmer un retour d'expérience, c'est là aussi on apprend beaucoup de ce qui s'est passé, surtout ne pas faire 2 fois la même erreur. Voilà. Je vais compléter cette info. Il y a aussi un élément extrêmement important en plus de la réinitialisation des mots de passe. Il faut de nouveau recloisonner son réseau. C'est-à-dire que vous avez forcément ouvert des portes pour permettre à vos télétravailleurs d'accéder au système d'information. Une fois qu'on retourne dans une situation normale, il faut
s'assurer que les règles de sécurité exceptionnelles qui ont été mises en place soient corrigées. C'est-à-dire qu'on va fermer les accès distants non nécessaires pour rendre étanche votre système d'information. Et effectivement, c'est cette notion de supervision des flux Internet durant une période longue après le confinement est extrêmement importante parce que ça va vous permettre de détecter les flux anormaux et de juguler les fuites ou les exfiltrations d'informations sur vos systèmes. Paul ? Oui, mais également, il faut bien sensibiliser les services payeurs, les services de comptabilité, puisqu'on redoute donc une très forte augmentation des escroqueries aux faiseurs de virements. Donc, toutes les règles de contre-appel, de vérification, on n'obéit pas forcément à un ordre de virement de son N+1 de son dirigeant sans en parler à son N+1. Voilà, il y a un certain nombre de règles de prévention pour éviter les escroqueries aux faiseurs de virements. Et je pense que la période qui s'annonce sera une période importante à ce niveau-là, donc attention. Très bien. On va passer aux questions-réponses. Juste avant, je vais vous montrer ce qu'on a mis en fiche contact, donc les différents sites auxquels vous pouvez vous référer. Et puis, comme le disait Paul en introduction, donc on vous a mis aussi les fiches de contact de la police. Voilà. Et puis des fiches d'information, donc complémentaires, où là aussi vous pourrez les communiquer à vos collaborateurs, de façon à ce qu'ils se protègent et qu'ils aient déjà dans leur environnement familial, dans leur environnement personnel, un bon comportement. Voilà. Donc on peut passer maintenant aux questions-réponses. Aux questions. Eh bien, merci déjà à tous les trois. Effectivement, on voit qu'il ne faut pas qu'on relâche la vigilance parce que le danger d'une cyberattaque est quand même très présent selon vos propos. Alors, on a effectivement plusieurs questions, dont une de Christophe qui demandait si l'utilisation de matériel perso pour accéder à son système d'information, il utilise visiblement Citrix. Est-ce qu'il y a un risque à votre connaissance ? Le problème du matériel personnel, c'est que le niveau de sécurité du matériel personnel n'est pas forcément le même niveau que le niveau de sécurité du matériel professionnel. Donc, bien évidemment, il y a un risque. C'est-à-dire que le matériel personnel, il n'est pas supervisé par l'équipe technique centrale. Et donc, du coup, ça peut potentiellement constituer une porte d'entrée pour une personne malveillante. Après, donc, ça ne veut pas dire qu'on doit se l'interdire. Malheureusement, dans certains cas de figure, on va être amené à devoir utiliser ce type d'équipement. Par contre, il faut éviter autant que possible d'introduire ce type de faille de sécurité dans votre réseau professionnel. D'accord. Et je pense que la question concernait peut-être Citrix en lui-même. Un avis, une recommandation? J'ai pas d'avis particulier. Citrix, c'est un outil professionnel qui est utilisé depuis pas mal d'années. Ce qui est important, c'est la façon dont on va utiliser Citrix. C'est-à-dire, si vous devez vous connecter avec du Citrix sur un site central, montez un VPN et passez vos communications via le VPN. Donc déjà, vous éviterez de vous exposer et surtout, vous éviterez d'ouvrir une porte de communication au niveau du site central. Par contre, ça vous protège pas malheureusement de… c'est-à-dire si le verre il est déjà dans la pomme, c'est-à-dire si le PC utilisé pour faire du Citrix, il est déjà vérolé, il y a de fortes chances que malheureusement cette précaution soit pas suffisante. Donc c'est pas Citrix qui pose problème, c'est le PC qui est quoi, c'est le PC perso dans le cadre d'une connexion vers un site central. Très bien, merci. Une question de Maurice, ça concerne les sauvegardes déconnectées. Quelles sont les solutions, selon vous, fiables et au maximum automatisées pour avoir des sauvegardes déconnectées du réseau de l'entreprise? Vaste question. Alors, je ne suis pas malheureusement là pour faire de la publicité pour qui que ce soit. Si c'est effectivement pour un PC isolé, des solutions, il y en a plein. Hein. Je n'ai pas le droit de faire de prosélytisme, donc je ne vais pas inventer une plus que d'autres. Mais déjà, commencer tout simplement par prendre un disque dur et sauvegarder les fichiers stratégiques sur un périphérique externe que vous débranchez et que vous mettez dans un endroit protégé. Si déjà vous commencez par faire ça, à titre personnel, ça sera un bon début, sans forcément avoir à investir dans une grosse solution.
Après, il existe effectivement des logiciels qui permettent d'automatiser les procédures de sauvegarde. Beaucoup de solutions sont très bien. Ce qui est important, c'est de s'assurer que la solution utilisée isole proprement la sauvegarde et évite qu'elle soit contaminée effectivement et chiffrée soit dans le process de sauvegarde, soit dans l'utilisation quotidienne. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs cas de figure où les gens avaient des solutions de sauvegarde propres, mais ils les laissaient connecter sur leur système. Vous vous doutez bien que si votre sauvegarde elle est connectée, elle va être chiffrée. Donc, il faut effectivement s'assurer d'avoir des sauvegardes offline. Dans l'idéal, pour compléter ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que les gens font des sauvegardes régulières, bien sûr, chez eux, et quand ils vont venir en phase de déconfinement, c'est-à-dire retourner dans l'entreprise, ils viennent avec leur PC, avec leur sauvegarde, et donc ça va permettre au site central de vérifier que ces sauvegardes n'ont pas de virus, parce qu'elles ont été faites, voilà. Et puis, on va peut-être aller jusqu'à reconfigurer le poste de l'utilisateur pour s'assurer aussi de bien le nettoyer, et là, on pourra remettre les sauvegardes qu'il a faites. On aura toutes ces phases de déconnexion en fait. Le pire, c'est de rester toujours connecté. C'est pour ça que c'est toujours la limite de l'utilisation du cloud. Le cloud n'est pas là pour faire des sauvegardes. Donc faisons attention aussi à ce principe. Mais l'objectif, c'est toujours de fractionner globalement son système d'information. Et les sauvegardes sont le premier niveau de la protection de son système d'information. Et encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que chaque collaborateur sauvegarde son poste. Voilà, avant, et ça sera dans les plans, avant qu'il retourne dans l'entreprise, qu'il ait sauvegardé ses données qui viennent avec le jour de la reprise, avec globalement ses données et son poste de travail, et que les deux soient analysés différemment. Paul, tu avais des points à compléter sur ces problèmes de sauvegarde? Non, rien de plus, vous avez tout dit. Très bien. Très bien. On avait des questions et des remarques, des interrogations sur l'outil Zoom et sa fiabilité. Est-ce que c'est un système qui revend les données, notamment à des hackers? Alors, je vous invite à lire il y a une note qui a été éditée par la communauté européenne concernant Zoom qui effectivement déconseille d'utiliser Zoom dans un cadre professionnel. Donc Zoom, si vous voulez vous connecter à votre grand-mère, votre grand-père ou effectivement faire une visioconférence familiale, pourquoi pas. À titre professionnel, à partir du moment où vous véhiculez des informations stratégiques, l'outil est pour l'instant, à preuve du contraire, à proscrire. Pas plus tard qu'hier, un service du gouvernement américain a utilisé Zoom dans le cadre d'une conférence téléphonique avec des services d'État. Ils ont été piratés. Donc, lisez la presse, vous verrez, il y a des éléments extrêmement intéressants. On a une proposition de Paul qui nous dit de créer une station blanche peut être une solution pour s'assurer que chaque PC est sain. Alors pour moi qui suis novice, et peut-être qu'il y en a d'autres parmi les participants, comment est-ce que c'est vrai et comment on crée une station blanche? Alors déjà, c'est sa question et quoi sa proposition n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il entend par station blanche? Est-ce que c'est le PC qui est utilisé par les personnes? C'est-à-dire on fournit. Nous, ce qu'on conseille typiquement dans le cadre du nomadisme, c'est d'avoir des PC dédiés, vierges de toute information stratégique, qui vont être utilisés dans le cadre des déplacements professionnels. Station blanche comme ça je vois pas ce qu'il entend par là. C'est plutôt salle blanche, moi je dirais, c'est-à-dire vraiment un environnement de décontamination, un environnement de décontamination, c'est-à-dire que globalement, quand la personne va revenir, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il faudrait presque que la personne revienne avec son poste et sa dernière sauvegarde, et on passe les deux à l'antivirus, globalement. Exactement. On passe la sauvegarde à l'antivirus, ok, la sauvegarde est bonne, on va la remettre plus tard. Le poste, dans l'absolu, c'est presque, je dirais, moi, si on veut vraiment décontaminer, c'est de reconfigurer complètement le poste, de le nettoyer et dire on reconfigure le poste. Et là, on s'est assuré, et après on lui remet ses données avec ses sauvegardes. Donc on est bien passé par le principe de la salle blanche, qu'on a dans tous les phénomènes de décontamination. On a ça en virologie, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on rentre avec ses affaires sales, on les laisse, on vous fournit des affaires propres et vous sortez de la salle blanche. Et là, il faut avoir la même attitude, c'est-à-dire ce système de SaaS où je viens avec mes données, je m'assure que mes données sont propres, je m'assure que mon poste est propre et je ressors de cette salle avec un poste propre, des données propres. Et là, j'ai limité entre guillemets la casse.
Voilà. Si Tout à fait. Voilà. Mais sinon, après, la station blanche, oui, c'est un petit peu trop vague. Je pense qu'il faut plus parler d'infrastructures blanches, voilà, de salles blanches, où on va voir de salles de décontamination. Voilà. Alors, je pense que vous y avez répondu puisque Paul a dit c'est ça Didier. Donc, je pense que c'est bon. Merci Paul. Sébastien intervient en précisant qu'il pense que la fonctionnalité de NAC, Network Access Control, avec des règles à propos de la mise à jour de l'OS ou de l'antivirus, serait la solution, point d'interrogation. Bon, alors là, NAC, oui, c'est une solution parmi d'autres. Et bon, de toute façon, effectivement, il faut mettre à jour les systèmes que vous mettez à disposition, les systèmes pro. Il existe des dispositifs pour les mettre à jour à distance. Donc ça, c'est pas un problème. Le tout étant effectivement d'avoir mis en place une politique de sécurité et de mise à jour des systèmes distants. NAC en faisant partie. Un système distant, ça s'administre et ça se maintient à jour à distance à partir du moment où vous avez une infrastructure sécurisée. Donc, vous montez un VPN entre votre poste distant vers votre siège central et par le biais de ce VPN, vous appliquez les politiques de mise à jour du système. Et c'est pour ça qu'on voit bien en fait qu'il faut traiter le problème en 3 phases, c'est-à-dire que déjà quand on est passé en confinement, fallait déjà que l'infrastructure soit préparée. Hein. Après, pendant le confinement, comment je peux améliorer les choses, et puis bien sûr préparer cette phase de déconfinement. Voilà. Et c'est là aussi où des fois il y a des notions un petit peu vagues sur le télétravail. Hein, je pense qu'il faut différencier les gens qui avaient déjà des activités en télétravail et leur infrastructure était prévue pour répondre à cette problématique, avec des lignes dédiées, avec des accès sur le système d'information dédié, etc. Et puis des gens qu'on a mis en télétravail, c'est-à-dire, là, j'ai resté plus travailler à la maison, et là, rien n'a été prévu. Et le risque, il est là. Voilà. Et donc là, il faut maintenant essayer de voir comment on peut rajouter. Alors là aussi, faites attention à une chose, c'est pas parce qu'on va rajouter des couches de sécurité maintenant, est-ce qu'elles sont compatibles avec le système qui est en marche actuellement? Je dirais c'est un peu comme si vous peigniez, si vous mettiez une couche de peinture sur un élément de fer rouillé. La rouille n'empêchera pas de continuer. Donc c'est là aussi il faut faire attention. Et donc ça demande une analyse des experts. C'est aujourd'hui quelle est ma situation de sécurité et comment je pourrais l'améliorer. Mais pas commencer à mettre des outils qui vont venir en surcouche, parce que là en plus le déconfinement va être encore pire. Parce que vous allez avoir l'impression d'être super bien protégé, alors qu'en fait, je vous dis, c'est un peu le principe du métal rouillé à qui on n'a pas enlevé la rouille, on s'est contenté de peindre dessus, mais la rouille est toujours sous la peinture. Donc faites attention à ça aussi. Voilà. D'autres points? Oui, il y en a d'autres, oui. Isabelle vous interroge, on a parlé des adresses URL, mais comment dissocier les fausses des vraies? Alors, vous pouvez chercher des informations sources ouvertes tout simplement sur Internet avec votre navigateur préféré. Vous passez, donc vous prenez votre URL, vous allez sur un navigateur, vous la mettez dedans. Il y a de fortes chances effectivement que vous retrouviez l'information. Il y a après les sites d'État mis à disposition, donc ils sont dans les fiches. Vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr, vous avez la liste de tous les sites qui vous permettent effectivement de chercher des informations en source ouverte. Pour vérifier si cette adresse elle est connue comme une adresse nauséabonde ou pas. Alors j'ai plus les adresses en tête, tu les as peut-être Paul, il y a les adresses spam. Oui, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Donc vous les avez sur cybermalveillance.gouv.fr. En fait, mais vous pouvez nous contacter et nous on fera la vérification également. Hein. Voilà. Oui, ou la gendarmerie pour pas froisser Frédéric. Non, la gendarmerie, c'est pareil. Voilà, non, il n'y a pas de. Évidemment. Les deux travaillent de pair avec cybermalveillance. Cybermalveillance ou Pharos, voilà. Enfin, il y a plus. Le but, c'est que les entreprises aient un seul interlocuteur, parce que voilà, qu'on mette un peu de cohérence. Oui, voilà, donc il n'y a pas. Voilà. Et puis après, il y a le contenu de l'espace. Bon, quand on vous propose des primes à 1000 ou 2000 euros sans rien faire, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Il y a aussi, du bon sens. Après, voilà. Faut bon sens et sensibiliser, parce qu'au-delà des solutions techniques, il y a un gros travail de sensibilisation des collaborateurs. Une interrogation de. Oui, pardon, messieurs. Oui, les sites marchands inconnus au bataillon, c'est quand même assez facile de se renseigner. Je dis Google.
ou Quant ou un autre moteur de recherche, peu importe. Si votre site il vient d'être créé et qu'il n'y a aucun commentaire dessus, posez-vous des questions. C'est un principe de précaution, n'allez pas sur quelque chose que vous ne connaissez pas. On a Jean-Louis qui vous interroge et qui s'interroge sur est-ce que les autres pays européens sont autant touchés et sans dévoiler de secrets, est-ce qu'au niveau européen, les polices ont parfois neutralisé des attaques ou hackers de grande échelle? Alors, c'est pas au niveau européen, c'est au niveau mondial. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la propagation des attaques cyber liées au Covid-19. Cela suit exactement la propagation de la pandémie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le virus se déplace, on voit également les attaques cyber se déplacer. Oui, il y a eu des personnes interpellées dans le cadre des affaires Covid. Il y a notamment une affaire qui a été traitée par la France et Israël avec 2 personnes interpellées très récemment. Peut-être que tu as des éléments, Paul, là-dessus. Oui, il y a plusieurs enquêtes. Il y a sur plusieurs thématiques, parce qu'on n'a pas détaillé les modalités de fichiers. Il y a notamment des enquêtes qui ont été… La gendarmerie actuellement a plusieurs enquêtes en cours. Il y a un office central de lutte contre les atteintes à la santé publique, l'OCLAESP, qui est un office qui est armé plutôt par la gendarmerie, majoritairement par la gendarmerie, qui a plusieurs enquêtes en cours sur des faux sites. Je parlais tout à l'heure des faux sites de vente de matériel. Il y a plusieurs enquêtes en cours. Certaines ont été interpellées, certaines personnes, d'autres sont en cours. Ce qu'il faut comprendre sur ces dossiers, c'est que ces dossiers sont toujours des dossiers effectivement européens et vont s'inscrire dans le cadre d'Europol. Voilà, puisque effectivement on a le net et le village global fait que nos auteurs sont souvent dans d'autres pays, ce qui n'exclut pas qu'ils soient parfois en France. Oui. Très bien. J'en profite avant de passer à une autre question pour remercier Jean-Pierre et Christophe qui ont donné des liens pour identifier effectivement si les URL étaient fiables ou pas. Donc, merci à eux. Une autre question, attendez que je la retrouve, de Christophe qui la pose à Eric. Alors, c'est effectivement peut-être uniquement sur le chat, mais je m'en fais le relais. Corruption du BIOS des CG… reflashé avec le BIOS du constructeur, point d'interrogation. On va rentrer dans les détails ultra techniques. Je vais botter en touche. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du BIOS. Mais effectivement, oui, de toute façon, la règle est la suivante. Quand vous avez une compromission d'un système, d'un logiciel, d'un système d'exploitation, d'un BIOS, allez récupérer les versions officielles sur les sites des fabricants et des éditeurs. Donc, dans le cadre d'un BIOS, c'est le même principe. Si vous avez une corruption d'un BIOS, vous devez reflasher avec la dernière génération du BIOS du fabricant du produit électronique que vous avez acheté. Non, c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de cette salle blanche. C'est globalement, voilà, on désinfecte complètement le poste qu'on va ramener dans l'entreprise et cette désinfection peut aller jusqu'au BIOS, si on a des doutes. Oui. Voilà, parce que là aussi, ça rejoint le passeport numérique là, de l'ENSI, qui est conseillé, le premier conseil qui est donné, qui est du bon sens, c'est-à-dire quand on envoie des gens à l'étranger, on les envoie avec justement des postes qui sont prévus pour ça, c'est-à-dire qu'on va reconfigurer dès qu'ils vont rentrer avec juste les données dont ils ont besoin, etc. Voilà. Et donc, je pense que au retour, le déconfinement, il faudra avoir la même approche, c'est-à-dire considérer que les gens, entre guillemets, étaient à l'étranger, et donc prendre le temps. C'est pour ça que là aussi, ça veut dire que dans votre stratégie, peut-être faire plusieurs vagues de retour, de façon à, je me répète, que les gens reviennent avec leur poste et leur data, et on s'assure que les deux sont propres. Et pour le poste, pour éviter tout problème, on le reconfigure complètement. Voilà. Et on va chercher les logiciels, soit on a les sources, on les a de moins en moins, on va chercher les sources sur les sites officiels. Voilà. Mais écoutez, messieurs, je ne sais pas, j'en ai peut-être zappé, mais il me semble que je ne vois plus forcément de nouvelles questions. Ça interagit sur le chat et c'est très bien ainsi. Je vous remercie. La contribution collective et l'intelligence collective est à l'œuvre. Voilà, il est 12h04. Est-ce que quelqu'un sur le chat permet une dernière question ? Oui, Patrick, c'est plus une remarque. Il fait part qu'il est dommage qu'il y ait très peu d'appels à projets régionaux et nationaux
pour aider les startups à développer des outils de cybersécurité. Est-ce que vous avez quelque chose dans les tuyaux, monsieur? Alors, il y a un début d'embryon de projet régional qui va être voté en juin. Il y a une feuille de route qui a été annoncée en septembre 2019 par Alain Rousset et qui devrait voir le jour en juin. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le Conseil régional à ce sujet. Il y a des dispositifs pour financer les initiatives cyber. Il y a notamment la BPI qui peut intervenir, donc il faut prendre contact avec la région. Il y a un fonds d'investissement souverain il y a plusieurs fonds, mais il y en a un, en l'occurrence, qui est le fonds Brienne, porté par ACE Management, qui finance des initiatives, alors plutôt des initiatives qui ont déjà un petit peu de background derrière eux. Mais voilà, on commence à voir une prise de conscience à la fois des instances étatiques et régionales et privées de la nécessité de se réapproprier les technologies cyber. Je profite de cet élément pour vous inciter à venir d'ailleurs passer les certifications ANSSI si vous êtes développeur de solutions cyber. Donc là, je reste joignable, je suis le contact pour la région Nouvelle-Aquitaine. On essaye progressivement de valoriser nos savoir-faire parce qu'effectivement, on se doit d'avoir des solutions maîtrisées et souveraines pour éviter de toujours faire appel à des solutions étrangères pour faire fonctionner nos systèmes d'information. Et c'est vrai que le Covid nous prouve bien qu'effectivement, on a encore un long chemin à parcourir pour redevenir en capacité de réponse à des problématiques complexes. Moi, pour compléter les réponses et peut-être pour commencer, j'irai introduire la conclusion. Je répondrai à la question de Christophe qui dit est-ce que tremper les PC dans le gel hydroalcoolique, ça marche pour déviruser? Ça peut être une solution parce que comme vous allez faire exploser votre micro, c'est sûr qu'après, il sera plus en état, mais il n'y aura plus de virus. Voilà, donc ça peut être une solution. Je fournis les allumettes pour aller avec. Hein. Voilà, d'accord, très bien. Écoutez, messieurs, en vous remerciant pour ce webinaire très riche, très collectif. Donc, merci à vous trois. De toute façon, la présentation est donc distribuée, accessible à chacun des participants. Et bien sûr, ce webinaire sera à revoir, peut être revu en replay donc sur le site de la Technopole. Donc, merci beaucoup à vous trois. Au plaisir. Suivez bien tous les conseils qui ont été donnés. Pas de précipitation, prendre un peu de recul et puis bien penser et préparer à l'avance donc le retour à l'entreprise et les solutions de dépollution, on va dire ça comme ça, des outils personnels et des sauvegardes qui ont pu être faites. Merci encore. Et puis, si ça vous a plu, demain, nouveau webinaire de la Technopole avec au programme la Banque de France, la Direct et la DGFIP pour poser toutes vos questions sur le chômage partiel, le fonds de solidarité, le médiateur TPME, crédit TVA, voilà. N'hésitez pas à venir poser vos questions en direct auprès de nos trois intervenants demain, même lieu, 11h, midi. Inscrivez-vous. Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.